Monsieur le Sénateur. Donc, on va parler un peu du best-seller politique de l'année 2024, c'est-à-dire le rapport sénatorial sur le narcotrafic. Et on rappelle donc que vous étiez le président de la commission du rapport. Alors, pourquoi les rapports du Sénat sont en général intimistes? Alors pourquoi ce rapport, tout le monde en parle, tout le monde s'en sert comme référence? Alors d'abord, c'est un plaidoyer pour le contrôle parlementaire, parce qu'on voit que un travail parlementaire de fond, il est utile aux politiques publiques, il est utile au débat public et à la démocratie. Et le Sénat prend depuis quelques années de plus en plus sa place, notamment parce qu'on sait travailler de manière transpartisane. Et ça donne de la force aux idées qu'on porte et aux thèses qu'on développe et aux questions auxquelles on s'intéresse. Ce travail, il a été l'occasion d'une prise de conscience dans le débat public, avec une presse, des acteurs politiques, des observateurs qui ont pu mettre des mots sur ce fléau, cette menace grandissante qu'était le narcotrafic. Nous avons choisi avec le rapporteur Étienne Blanc, LR, je suis moi-même socialiste, de transformer ce rapport en proposition de loi. Et de manière assez inhabituelle, le gouvernement, les gouvernements successifs, ont choisi de faire de cette proposition de loi le vecteur législatif du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils ont renoncé à déposer leur propre loi, ils ont pris la loi que proposaient les parlementaires, ce qui est plutôt une reconnaissance pour nous. Donc on est dans cette phase de travail où on écoute ce que les ministères ont à dire de nos propositions. On a une commission en amont de la séance publique la semaine prochaine, mercredi prochain, et on a la séance publique à partir du 28 janvier jusqu'au 31 janvier pour que se termine cette première phase au Sénat, en attendant que le travail se poursuive à l'Assemblée, de façon à ce qu'on propose entre vite, dans les faits, au bénéfice de la lutte contre les organisations criminelles. Alors donc, si je comprends bien, fin du mois de janvier, le Sénat, à partir de votre rapport, va faire une loi qui passera après à la Chambre des députés pour être votée. C'est exactement ça. C'est exactement ça. L'intérêt de notre travail parlementaire, c'est d'une part de dire attention, ce phénomène est particulièrement dangereux. Le narcotrafic, le trafic de stupéfiants, les trafics associés, la criminalité organisée qui se nourrit du trafic de drogue, est en passe de menacer les intérêts fondamentaux de la nation. C'est-à-dire qu'il y a une criminalité, il y a une emprise économique dans certains territoires, une emprise dans des quartiers, il y a des phénomènes corruptifs, il y a des phénomènes de violence qui doivent appeler une réponse très très rapide de l'État. Et donc il y a une partie législative, mais notre rapport il dit aussi qu'il faut que tous les services de l'État s'organisent. Il y a aussi donc une dimension réglementaire, d'organisation. Donc maintenant ça c'est du côté du gouvernement. Alors vous avez un allié de poids au gouvernement, puisque le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, était l'ancien président du groupe républicain au Sénat. Donc un sénateur. Alors même quand on entend parler, on a l'impression que ce rapport, c'est presque le sien, ou si c'est pas le sien, c'est lui qui l'a impulsé, qui l'a voulu, etc. Alors vrai, pas vrai, bon, vous étiez quand même 21, je crois, de sénateur. Alors, M. Retailleau est le grand responsable de ce rapport ou pas plus? Moi, je suis très heureux que le ministre de l'Intérieur dise du bien de mon travail, et d'ailleurs de notre travail, puisqu'il y a 21 membres, outre le rapporteur et le président de la commission, donc on était 23 au total. Alors, sur l'origine du rapport, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est d'abord 3 sénateurs de gauche, marseillais, Maria-Arlette Carlotti, socialiste, Jérémy Bacchi, communiste, Guy Benaroche, écologiste, qui avaient déposé une demande de commission d'enquête sur ce sujet. Comme la majorité sénatoriale droite, elle n'en a pas voulu, mais elle a redéposé la même. Donc effectivement, si on regarde les choses rapidement, c'est une commission d'enquête LR, c'est le cas, mais l'initiative finalement elle est à gauche. Donc peu importe les anciennes, c'est pas tellement l'origine, c'est surtout ce que ça produit à la fin. Et c'est pas le rapport de Bruno Retailleau, c'est le rapport du Sénat et c'est le rapport transpartisan, 23 membres de toutes les sensibilités
de tous les groupes du Sénat. Donc voter à l'unanimité, c'est ce qui donne la force à ce travail, c'est qu'il soit soutenu sur tous les bancs de l'hémicycle au Sénat. Donc le gouvernement, donc Bruno Retailleau, parce que c'est lui le plus concerné, donc on verra avec le ministre de la Justice, donc a fait aussi des propositions publiques qui reprennent intégralement ce que vous avez fait dans votre rapport. On est bien d'accord? Oui, le gouvernement a choisi de négocier avec les parlementaires sur la base de notre texte et plutôt dans une logique qui est inverse à la logique habituelle. Les gros textes, ce sont plutôt des projets de loi qui descendent du gouvernement. Là, c'est l'inverse, et finalement, on est à front renversé. C'est le gouvernement qui amende nos propositions. Donc, c'est assez inhabituel, mais c'est intéressant pour nous. Alors après, c'est long, hein, le processus législatif. Et donc, on espère que ça va aller au bout, dans les termes qui sont les nôtres. Mais ceci dit, on n'a pas d'orgueil d'auteur. L'essentiel, une fois qu'on a posé l'état de la menace et la gravité de la menace, c'est surtout que la réponse publique, elle soit la bonne. Nous, on a eu des idées. Si elles sont améliorées par le débat parlementaire, tant mieux. Alors pour l'instant, le gouvernement n'a pas fait d'amendement. Le rapport devient un projet de loi dans son intégralité. Alors, on a extrait de la commission d'enquête, du rapport de la commission d'enquête, une série de mesures. On avait déposé 20 articles qui concernent plutôt la justice, parce que c'est essentiellement de ce côté-là qu'on fait porter l'effort. Et après une négociation et des échanges avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, on a rajouté 4 articles qui concernent des sujets qui sont plus spécifiquement liés au ministère de l'Intérieur. Donc le texte final, tel qu'il est proposé avant passage en commission par les auteurs, que nous sommes avec Étienne Blanc, est un texte qui comporte 24 articles, 20 que nous avions proposés nous, et 4 qu'on a accepté de rajouter à la demande du gouvernement. Ça n'empêche pas maintenant le travail d'amendement qui va encore compléter ce travail. Alors, quelles sont les 5 plus grandes propositions de ces 24 articles du projet de loi du Sénat? Je ne sais pas si j'en retiendrai 5. 6, en 7, revanche, 3, 2. Ce qui est important, il y a plusieurs sujets. Il y a un paquet organisationnel. Ce que nous disons dans le rapport de la commission d'enquête, c'est que sur certaines menaces, je pense au terrorisme, on a su trouver une chaîne administrative, répressive, judiciaire qui fonctionne bien, quelque chose de bien aligné, bien organisé, qu'on n'en est pas encore là sur le narcotrafic, et que sur la criminalité organisée, donc il faut s'améliorer. Donc on propose d'où une nouvelle organisation des services de l'État. Ça ne va pas être le plus facile parce que il y a une forme de conservatisme, chaque institution voulant rester là où elle en est, garder ses prérogatives et qu'on ne vienne pas trop l'embêter. Mais ça nous paraît très important parce que si on est mal organisé, on ne fera pas du bon boulot. Donc une organisation répressive autour d'un office central qui est l'office anti-stupéfiant, l'OFAST, et donc on dit qu'il faut le muscler et qu'il soit vraiment un outil qui soit copiloté par le ministère des Comptes Publics, parce qu'il y a les douanes, parce qu'il y a Tracfin, parce qu'il y a la Direction nationale du renseignement douanier, et le ministère de l'Intérieur qui a ses propres services policiers et de renseignement. Et il faut que tout ça travaille ensemble. Il ne faut pas de guerre des polices, il faut qu'on soit plus organisé et meilleur. Donc ça, c'est le pôle répressif, l'OFAST. Nous on dit la DEA à la française, oui, pour que ça fasse bien, oui, mais il pourra attirer l'attention, mais l'idée c'est ça. Et puis en face, de manière symétrique, presque en miroir, un parquet national anti-stupéfiant dont tout le monde nous dit il vaudrait mieux que ce soit un parquet national anti-criminalité organisée. Donc si tout le monde le dit, c'est que ça doit être vrai, donc on souscrit à cette idée, et qui répond à cette organisation répressive. Et donc on a des forces de sécurité intérieure, une organisation judiciaire qui sont les tours de contrôle pour lutter contre le narcotrafic. Ça, c'est le premier volet, c'est très important, ça ne va pas être le plus facile. Après, il y a toute une série de mesures qui permettent d'améliorer dans l'organisation judiciaire, dans la procédure pénale, dans le travail des services policiers, gendarmerie, douane, des outils. C'est la boîte à outils pour qu'ils puissent faire du meilleur boulot. Pourquoi il faut qu'on fasse du meilleur travail? Parce que d'une certaine manière, on est dans une forme d'asymétrie
avec des criminels qui ont des moyens illimités. C'est un trafic, le stupéfiant, qui est extrêmement profitable. Et ces moyens, ils sont investis dans de la technologie, dans des outils numériques, dans des outils physiques, et dans des armes, évidemment. Donc, on a finalement, si je caricaturais, une puissance publique, des policiers, des gendarmes qui sont avec un bâton face à des gens qui sont à l'âge du satellite. Donc voilà, il faut qu'on rehausse le niveau de jeu et ça passe par certaines mesures comme sur le plan numérique où une interception téléphonique classique, ça ne sert plus à rien. Donc maintenant, ça se passe sur des messageries cryptées. Il faut des outils spéciaux pour pouvoir aller regarder dans les téléphones des criminels ce qu'ils comptent perpétrer comme acte criminel. Voilà, donc il y a cet aspect-là. Et puis le dernier aspect, c'est quelques mesures un peu symboliques qui sont dans la pile des priorités depuis longtemps, mais qui n'ont pas bougé. Je pense par exemple au statut des repentis. Le statut des repentis, ça fonctionne très bien en Italie. À l'italienne. À l'italienne. En Italie, il y a eu plusieurs milliers de personnes qui sont passées par le système des repentis. Pourquoi c'est important d'avoir des repentis? Un repenti, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est dans une organisation criminelle, qui a fait des choses pas bien, parfois des choses très graves, et qui dit « moi je veux arrêter ». À condition que l'État me protège de mes anciens collègues criminels, et si je suis protégé, moi je donne des informations qui vous permettront de démanteler un réseau criminel. La société a besoin d'avoir accès à ces informations, parce que comme je le disais à l'instant, comme on ne peut pas y avoir accès par le numérique, par des canaux classiques, cette information humaine, elle est centrale. Donc il faut qu'on change le système de repenti, qui en France ne marche pas, c'est quelques dizaines de personnes qui passent par ce statut, qui viennent vraiment en dernière limite quand ils ont peur de se faire liquider et qui viennent juste chercher la protection, mais qui n'ont pas finalement la garantie d'être bien traités par la justice, donc il faut qu'on améliore ça. On va d'ailleurs proposer, nous proposons d'ailleurs, qu'on étende le bénéfice de ce dispositif des repentis à des gens qui ont commis des crimes de sang, donc c'est lourd, mais on pense que l'intérêt de la société, c'est de permettre à ces gens de revenir et de se repentir, au sens le plus fort du terme, pour qu'on puisse lutter contre les organisations criminelles. Donc ça, c'est un exemple de mesure qu'on va proposer. Puis aussi une mesure par rapport à la confiscation des biens des narcotrafiquants, hein, ce qui marche très bien aux États-Unis. Donc en France, bon, c'est un peu plus compliqué. Donc là, vous avez pris une décision un peu plus ferme. Alors, les deux sujets, et j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est juste de me ramener sur ce sujet, les deux sujets principaux. Une fois qu'on a pris conscience de la gravité de la situation, c'est de se dire qu'on ne peut pas seulement taper dans les cours d'immeubles, dans les quartiers, les petites mains du trafic, mais qu'il faut qu'on s'attaque aux chefs, aux commanditaires. Donc aller taper en haut de la pyramide. Et au Qatar, par exemple Dubaï, Maghreb, sud de l'Espagne. Donc il faut qu'on s'occupe de cela, parce que les petites mains, qui sont d'ailleurs parfois acteurs du trafic, mais victimes, on l'a vu à Marseille, des gens qui sont victimes d'actes de barbarie, d'actes de torture, dans une situation de quasi-esclavage. Il n'y a pas de romantisme hein, dans le narcotrafic. Quand on y entre, ça se finit mal. Et on a le miroir aux alouettes de l'argent facile, mais l'argent facile, c'est pour quelques-uns. Et puis pour tous les autres, c'est des coups, la galère, un statut qui est vraiment limite. Donc il faut aider ces gens à sortir du trafic et les ramener vers l'économie légale, mais il faut donc aller taper en haut du spectre. Et puis de l'autre côté, l'autre priorité, c'est l'argent, effectivement, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, la prison n'est plus une entrave au trafic, ça fait partie, c'est un risque professionnel. Donc les gens vont en prison, ou ils n'y vont pas parce qu'ils s'organisent pour aménager leur impunité, et donc du coup il faut qu'on tape au porte-monnaie, parce que si le trafic ne rapporte plus, si le crime ne paie plus, alors ils iront ailleurs. Alors ils feront autre chose, et donc c'est un sujet essentiel, et donc effectivement on muscle les mesures, et d'ailleurs pas seulement en allant chercher les gens à Dubaï, ça va être très compliqué, et ça suppose d'avoir des enquêteurs, et là il y a encore du boulot, et il faudra le faire, mais il y a encore du boulot. Mais aussi localement, dans nos villes, quand on voit des commerces qui ont une activité quand même un petit peu épisodique,
et qui pourtant ont des chiffres d'affaires conséquents. Donc un coiffeur qui fait une coupe par mois et puis qui a un bilan qui est tout à fait correct, c'est que les ressources, elles ne viennent pas des clients. Donc voilà, il y a du blanchiment local et il faut aussi qu'on lutte contre le blanchiment local. Bon, aussi, bon, ces petites mains, c'est souvent des mineurs, voire des moins de 13 ans. Hein. Donc c'est aussi un gros problème de société de réintégrer ces jeunes. Alors il y a un ministère qui n'apparaît nulle part, et pourtant il est important, c'est le ministère de la Santé, parce que comme disait le ministre de l'Intérieur, hein, il disait, ben, s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de vendeurs. Hein. Et il rappelait même aux consommateurs que s'ils fumaient un joint, ils avaient du sang dans la bouche, puisque ce joint a permis de faire du trafic et il y a des gens qui sont morts. Donc, pourquoi le ministère de la Santé, on n'entend jamais sur ce... Pourtant, il est complètement concerné aussi. Alors, ça, c'est un peu de ma faute. Ouais. C'est un peu de ma faute, parce que comme président de la commission d'enquête, je n'ai pas souhaité qu'on aille sur la question sanitaire. Pourquoi ? Pas parce que je pense que c'est pas important, parce que c'est central, la question de la consommation est centrale, sauf que nous, on a affaire, et la commande qui nous a été passée par le Sénat à la commission d'enquête, c'était une commande répressive, et je pensais maladroit et dangereux de confondre la question de la consommation et la question de la criminalité. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on soit clair dans ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut lutter de la même façon contre les criminels et les consommateurs? Est-ce qu'il est utile même de dire aux consommateurs, vous avez du sang sur les mains, vous êtes des criminels? Je ne le pense pas. Donc, en revanche, une fois qu'on a réglé cette question répressive, le champ sanitaire, le champ de la prévention, il va falloir qu'on s'y jette à corps perdu. Parce qu'il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui consomment de la drogue du fait de la pénibilité de leur boulot, comme un dopant, de plus en plus. Il y a des gens qui sont en détresse et qui se jettent sur le crack, parce que la cocaïne, qui est la substance dont la consommation progresse, c'est plus seulement une cocaïne mondaine qu'on consomme dans certains milieux en fin de soirée parce qu'on peut. C'est des gens qui prennent de la cocaïne pour tenir des chauffeurs routiers, des gens dans le des parapêcheurs. C'est des gens qui prennent la cocaïne sous forme de crack dans la rue parce que c'est facile, c'est pas trop cher et que voilà. Donc il faudra qu'on traite ce sujet. Mais je pense que si on était parti sur la question de la consommation, on aurait été sur l'efficacité répressive vis-à-vis des criminels moins utile et on se serait battu sur est-ce qu'il faut légaliser, est-ce qu'il ne faut pas légaliser. Je pense que la question du statut de la consommation, c'est un débat qu'il faut que la société française ait. C'est nécessaire. Moi-même, j'ai signé un texte en faveur de la légalisation. Sauf que je ne pense pas que la légalisation de la consommation du cannabis, ça règle tout. Parce qu'il y a 368 substances qui sont documentées, dont l'usage est documenté par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, en légalisant une, même si c'est celle qui est la plus consommée, hein, il y a 10% de la population qui l'utilise, ça ne règle pas tout. Donc il faut se poser la question, il faut sortir du déni, il faut sortir d'une forme d'hypocrisie, parce que la société française, elle est focus sur la consommation, c'est-à-dire que quand on commet un acte grave, on sait qu'on est dans l'illégalité, personne en consommant du cannabis n'a le sentiment d'enfreindre quelque chose de grave. Bon, il faut qu'on se repose la question. Si c'est pas grave, alors il faut légaliser. Et si c'est grave, alors il faut arrêter de consommer. Il faut effectivement qu'on tape plus fort. Mais ce débat, il est devant nous. Et je pense qu'il est très important. Puis il y a la question de la prévention. On est nul sur la prévention. On n'a pas de prévention, très peu. C'est embryonnaire. Et il faut empêcher les gens d'entrer dans la consommation. Alors, il peut peut-être y avoir une consommation récréative. Quelle est sa part? Est-ce que le chichon du soir, c'est comme le verre de vin? Je ne sais pas, je ne veux pas trancher, mais la question est posée. Mais il y a quand même aussi des tas de gens qui sont malades. Oui, le cannabis thérapeutique. Voilà, il y a des gens qui sont malades au sens qui sont dans une addiction profonde, pour lesquels l'accès aux soins est très difficile. L'accès aux soins est très difficile parce qu'il y a peu de structures. Et comme c'est une prohibition qui est la règle, c'est-à-dire une interdiction de consommer, ça crée une forme de clandestinité qui rend l'accès aux soins encore plus difficile. Donc ce sujet-là justifie pleinement qu'on aille sur ces questions de consommation, de santé, de prévention, mais c'est, j'allais dire, le deuxième étage de la fusée. En espérant que le ministre Retailleau, qui lui apparemment
ne fait pas de différence entre les consommateurs, les petits dealers et les gros dealers. Espérons que le ministre de l'Intérieur reviendra à un aspect un peu plus différencié. Il y a un nouveau acteur qui arrive, qu'on connaît bien, puisqu'il était aussi ministre de l'Intérieur, donc la répression du cannabis qui a lieu depuis 40 ans et qui est inefficace. Donc Monsieur Darmanin, qui est maintenant ministre de la Justice, a fait une proposition de faire des prisons, une prison pour l'instant, spéciale, sécurisée, pas de téléphone, tout ça, pour les 100 plus gros dealers de drogue. Et cette proposition, elle n'est pas dans votre rapport. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous en tant que président de la commission sénatoriale? Alors nous, dans notre rapport, on avait indiqué que la prison, le statut des trafiquants en prison devait être surveillé, travaillé, parce qu'il y avait une difficulté. On a tout de suite dit que parmi les sujets centraux, il y avait le fait que la prison n'était plus une entrave, qu'on pouvait continuer à piloter des trafics depuis la prison, qu'on pouvait diligenter des actes criminels depuis la prison. Certains disaient c'est presque du télétravail. Donc je le dis de manière un peu caricaturale, mais quand les téléphones entrent, quand on peut avoir accès à l'extérieur, effectivement c'est un problème. Donc c'est un sujet qu'on a identifié. On a fait quelques propositions d'ailleurs. Le garde des Sceaux va au-delà en proposant ce système. Il est certain qu'il faut avoir une attention toute particulière sur les criminels les plus dangereux et ceux qui sont à la tête de trafic. Et que pour l'instant on ne le fait pas. Et que des prisons passoires où tout rentre, des téléphones, des brouilleurs, parce que pour quelqu'un qui est à l'extérieur, vous et moi, c'est incompréhensible. On a l'impression qu'une fois qu'on est en prison, c'est fermé, il n'y a pas d'accès à l'extérieur. Mais ce n'est pas le cas, parce que c'est très difficile finalement d'empêcher des complicités, parfois un peu de corruption, un peu de corruption, des complicités, des projections, des gens qui viennent envoyer physiquement des objets, des drones, des balles de tennis, des livraisons par drone, tout ça existe. Donc il faut vraiment avoir une réflexion globale sur la prison, parce que ça appelle une réflexion sur l'organisation pénitentiaire. On a aussi un sujet de surpopulation carcérale. Donc ce débat sur les 100 plus gros trafiquants de drogue, il s'inscrit dans un débat plus large sur à quoi ça sert la prison, est-ce que tout le monde doit y aller, est-ce que les peines sont effectivement exécutées, les conditions de détention, est-ce que quand des gens sont dans une indignité, est-ce que ça les prépare à sortir, parce que le but du jeu, c'est quand même que les gens payent pour ce qu'ils ont fait, mais se réinsèrent ensuite. Bon, est-ce qu'en ayant des prisons comme ça, on prépare ça? Je ne le crois pas. Donc notre sujet, c'est bien de dire, dans cet état général, avec plus de 80 000 détenus, une surpopulation pour 60 000 places, sur 67 000 places, comme ça, donc il y a une surpopulation carcérale énorme. Comment on fait pour que les trafiquants soient maintenus? Alors l'idée est plébiscitée par un certain nombre d'acteurs qui disent on est d'accord, il faut qu'on empêche les trafics de prospérer, très bien. Je pense qu'il ne faut pas oublier deux choses, c'est que d'abord, il y a une question de droit, donc il va falloir que ce soit quand même compatible avec le respect des droits humains, même quand on est prisonnier, on a des droits, et je ne le dis pas par faiblesse, je le dis parce qu'il faut considérer les gens justement pour qu'il y ait réinsertion derrière, et qu'on ne transforme pas ces gens en boules de colère qui continuent à perpétrer des actes délinquants ou criminels en sortant de la prison, donc il faut quand même qu'il y ait ce travail qui se fasse. Je pense aussi qu'on a un sujet très fort avec l'argent, et on revient à notre question de l'argent, parce que en fait, la personne qui est en prison, elle ne peut pas faire grand-chose. Elle est en prison, elle est quand même enfermée. Donc, ce qu'elle peut faire, c'est passer des ordres. Elle passe des ordres à des gens qui sont à l'extérieur. Et pourquoi les gens à l'extérieur obéissent à ces ordres? C'est parce qu'ils sont dûment rémunérés par l'argent du crime. Donc on en revient à notre aspect blanchiment, lutte contre le blanchiment et saisie des avoirs criminels. Si on confisque les profits du crime,
alors ces gens en prison, même avec 30 téléphones, ils auront bien la possibilité de téléphoner, ce qui n'est pas une bonne chose, mais personne ne répondra parce qu'ils ne pourront plus les rémunérer. Donc il y a ce sujet-là qui est le sujet central. Donc dans un premier temps, sans doute qu'il faut travailler sur les deux. Il faut qu'on ait de meilleures conditions de détention, il faut qu'on ait une attention toute particulière sur les trafiquants les plus dangereux. D'ailleurs, on l'a vu à Incarville, Incarville, c'est cette gare de péage où il y a eu une attaque contre un fourgon pénitentiaire qui a permis de libérer Mohamed Amra, la mouche, qui était un grand dealer et qui avait 9 téléphones voilà, dans sa cellule. et qui, Mohamed Amra, était un type particulièrement dangereux que finalement on n'avait pas su déceler et dont on n'avait pas bien fait circuler l'information sur sa dangerosité entre le judiciaire et le pénitentiaire. Voilà, donc c'est un vrai chantier. Gérald Darmanin le fait avec le talent qui est le sien pour mettre ça en scène. Voilà, donc il a bien pris la lumière sur la proposition. Parce qu'il était un peu à l'ombre, sans jeu de mots. Hein. Donc oui, par rapport à Retailleau, il fallait qu'il se montre. Voilà, donc du coup, il y a cette dimension d'affichage, mais derrière, il faut étudier les mesures pour ce qu'elle est. Donc respect des droits, efficacité, faisabilité, coût, puis c'est pas parce qu'on s'occupe des 100 plus gros qu'il faut oublier tous les autres. Donc il y a un vrai sujet sur la prise. Donc vous n'êtes pas tout à fait... Enfin, vous êtes mitigé par rapport à cette... Non, je suis pas hostile, mais je pense qu'il faut le faire avec le respect de certaines garanties, notamment sur les droits. Il faut qu'on regarde la faisabilité technique de tout ça, parce que c'est quand même pas si simple que... Oui, il faut la trouver la prison. On ne fait pas ça sur un claquement de doigts. Et puis, par ailleurs, ça ne dispense pas, au contraire, d'aller continuer notre travail sur la saisie des avoirs criminels d'un côté et sur la rénovation de l'institution pénitentiaire de l'autre. Alors, vous continuez votre travail par rapport à ça, parce que bon, la commission s'est terminée, elle a fait son rapport, c'était en septembre. En mai, oui, ça remonte. Donc, mais vous continuez, vous, un petit peu à circuler en France globalement, même dans les dom-toms. Donc, vous allez faire quoi là-bas? Vous allez être en Martinique? Vous allez faire quoi? Alors, continuer à rencontrer les acteurs publics, institutionnels, les autorités locales, tous ceux qui peuvent nous apporter des choses dans cette réflexion sur le narcotrafic et dans la préparation de la loi, faire la promotion de ce sujet pour attirer l'attention sur la gravité, parce que je suis un peu l'ambassadeur aussi de la commission d'enquête pour dire attention, pour populariser et démocratiser ces conclusions. Et là, par exemple, en Martinique-Guadeloupe, il y a deux sujets qui sont centraux. Le premier sujet, c'est la question de la circulation des armes, avec une circulation des armes qui est très très importante, beaucoup plus que dans les territoires hexagonaux, et une criminalité, attaque à main armée ou taux d'homicide qui sont parmi les plus élevés du pays. Donc là, il y a un sujet qui tient à la proximité des États-Unis, de leur marché d'armes libre, mais qui est en lien avec le narcotrafic. Et puis, il y a la question de la cocaïne, parce que ces territoires antillais comme la Guyane, ainsi que la Guyane, sont les portes d'entrée de la cocaïne vers l'Europe et vers le Havre, vers le Havre, Anvers, Rotterdam, mais ça vient par tous les vecteurs aériens, les mules, des gens qui ingèrent des boulettes de cocaïne et qui les amènent par avion, la plaisance, les bateaux pêcheurs, des bateaux dédiés, inventés par les narcotrafiquants, même des sous-marins, des semi-submersibles qui arrivent jusqu'à nos côtes. Donc, en allant en Martinique et en Guadeloupe, ça m'a permis de travailler notamment avec le contre-amiral qui s'occupe de ces questions, qui nous a expliqué comment la Marine nationale va saisir en mer, quels sont les problèmes qu'elle rencontre dans le cadre de ces opérations maritimes, comment on peut faire bouger la loi. Et d'ailleurs, on a une proposition qui concerne cette interception par notre Marine nationale des go-fast ou des trafiquants en mer. Alors, qui va être le rapporteur du projet de loi au Sénat? Alors, on est deux. Alors, moi, donc, je suis le président de la commission d'enquête, je suis l'auteur du texte et je suis co-rapporteur. Donc, j'aurais eu la chance de suivre tout le parcours législatif. C'est une belle expérience. Ouais, c'est très intéressant. Alors, on va parler un petit peu de politique plus large. Donc, le Parti socialiste, donc les députés, parce que c'est eux qui peuvent censurer, ont décidé, donc le Parti socialiste a décidé de ne pas censurer, de s'associer à LFI, au Parti communiste et aux Verts pour censurer le gouvernement Bayrou. Alors quel est votre regard là-dessus? Vous avez été
consulté, comme tout le monde du parti. Alors quel est votre regard là-dessus? Le monde n'est pas en noir et blanc, et les circonstances démocratiques qu'on connaît en ce moment, avec cette instabilité, parce que notre pays repose sur deux piliers, un Parlement, mais le Parlement n'a pas de majorité, et puis un exécutif, un chef de l'État, mais dont la légitimité est mise en cause par les différents scrutins, donc qui est très affaibli. Et donc dans ce système où les institutions supports de notre travail démocratique sont affaiblies, il faut qu'on réagisse un peu différemment. Donc Parti socialiste, il a choisi d'accompagner ce que demandent beaucoup de Français tous les jours. Ils disent parce que c'est des gens qui travaillent, parce que c'est des gens qui ont des projets, qui voient bien que son budget pour l'État et sans une façon nouvelle d'aborder la rivalité politique, l'échange démocratique, on va dans le mur. Donc le Parti socialiste il a choisi de faire preuve de responsabilité et d'aller chercher des acquis en négociant avec le Premier ministre pour défendre des dossiers importants. Alors, on a beaucoup parlé des retraites, mais on a aussi fait un travail sur les postes d'enseignants. Donc on peut dire on est dans l'opposition absolue. Comme LFI? Comme LFI par exemple. Mais nous on pense que on est dans l'opposition évidemment. Et il n'est pas certain qu'on vote le budget, on va faire notre travail. En tout cas, on pense que dans la période, il faut inaugurer une façon nouvelle de faire la politique. C'est pas de la traîtrise, c'est pas. Oui, parce que on n'est pas Mélenchon est très critique par rapport à vous. On n'est pas acheté par l'adversaire, on n'est pas obnubilé comme Jean-Luc Mélenchon par la présidentielle. C'est pas le sujet. Là, on est en début 2025. Il reste 2 ans avant la présidentielle. C'est une période où il va quand même falloir que le pays travaille. On est à l'arrêt depuis de longs mois parce qu'il y a cette instabilité. Donc il faut trouver un chemin nouveau. On le fait sur nos valeurs, on le fait en responsabilité, on sait qui on est et on essaye de le faire surtout pour les Français. Voilà. Donc c'est des choix très difficiles parce qu'il faut dépasser nos propres réflexes et inventer quelque chose de nouveau. Mais on garde notre boussole, on est à gauche, résolument à gauche, mais une gauche qui cherche à produire des résultats pour les gens plutôt que d'être dans le bruit et la fureur. Et c'était une position majoritaire du parti et donc des députés, ou c'était... Ça a été un débat très complexe, parce que il ne s'agit pas d'être les idiots utiles d'un gouvernement qui nous fait des promesses, des chèques en bois, mais on voit bien que notre responsabilité, c'était quand même de tenter cette ouverture en restant sur nos valeurs, en disant d'ailleurs que c'est pas parce qu'on censure pas tout de suite le gouvernement qu'on ne le fera pas si on n'est pas d'accord plus tard, mais on laisse une chance au progrès. Et d'ailleurs, hier s'est tenue la première réunion sur les retraites. Donc voilà, espérons que tout ça aille dans le bon sens. Évidemment, ça ne réglera pas tous les problèmes du pays ni les questions institutionnelles, mais c'est une façon d'apporter des réponses concrètes. Alors, dernière question, on va se projeter un petit peu dans le temps, 2026. Il y a les élections municipales. Alors, est-ce que localement, le Parti socialiste a commencé à réfléchir? Est-ce qu'il va proposer un candidat avec les communistes, avec les Verts, avec LFI, ou pour l'instant c'est encore vague, sachant que ça arrive bientôt? Oui. C'est dans 15 mois, 16 mois à peu près. Non, mais 2026, c'est une échéance qui arrive. Il y a des discussions au sein de la gauche et plus largement avec ceux qui sont localement dans la perspective d'empêcher Gilles Blatray d'accéder à un 3e mandat. Donc c'est un objectif important pour l'avenir de cette ville, pour le projet qu'on peut porter devant les Chalonnaises et les Chalonnais. Donc c'est le travail qui est en cours. On n'en est pas encore à la désignation d'un candidat, mais évidemment le Parti socialiste il est au cœur et au centre de ce travail. Est-ce que vous-même vous serez candidat à ce poste de maire de Châlons? Vous êtes implanté ici depuis très très longtemps. Votre mandat de sénateur finit quand? 2026, après. Donc est-ce que vous avez envie de vous lancer comme maire de Châlons? Parce que c'est aussi un travail intéressant, hein, on construit. Hein. Là, on a vu qu'avec le rapport du Sénat, vous avez construit. Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans la bataille contre Gilles Blatray, qui a déjà fait 2 mandats? Cette question municipale, c'est une question collective. Donc il faut déjà qu'il y ait une base politique
pour que quelqu'une puisse se déclarer. Donc moi je suis sénateur, je suis conseiller régional, j'ai du travail, j'essaie déjà de faire mon travail comme il faut sur ces deux plans, ce qui est lourd et ce qui est exigeant. Après, moi je serai dans la dynamique collective évidemment. En 2026, vous ne serez plus sénateur. Ah si, au moment des municipales je serai. Oui, mais après. On verra. Ah, donc d'accord, donc rien n'est ouvert, rien n'est fermé. Voilà. Ok, merci monsieur le sénateur.